Bonjour, je m'appelle Diwei, je suis dessinateur, graphiste. À la base, moi j'ai fait des études d'architecture. Je ne suis pas devenu architecte. Euh, j'ai dévié progressivement, c'est-à-dire qu'après mes études, j'ai travaillé en agence d'architecture, mais d'abord comme graphiste coloriste. Ensuite, j'étais formé en 3D et j'ai fini par me mettre à mon compte il y a 6 ans, 6 ou 7 ans. Et donc aujourd'hui, je continue un peu à travailler pour des architectes pour faire toujours des images en 3D. Mais je fais aussi du graphisme un peu plus institutionnel pour faire des logos, des cartes de visite, ces choses-là. Et je fais aussi du dessin. Oui, le dessin c'est plus une passion. À la base, je dessine depuis toujours. Alors en musique, j'écoute essentiellement du punk. J'écoute pas mal de groupes, je peux en citer quelques-uns. Toxic West, Les Adolescents. Paradoxalement, je lis pas énormément de BD. Alors il y a quand même des dessinateurs qui ont un peu compté, comme par exemple Larsonnet, mais dans ses premiers trucs plus, ou Enki Bilal aussi un peu quand j'étais plus jeune. Mais voilà, en dessin, je suis plus un peu des gens un peu moins connus que je suis sur Facebook. Plutôt des gens qui sont des amis et qui dessinent en fait, plutôt que des gens qui sont connus dans le milieu du dessin. Après, c'est vrai que je suis pas mal cinéphile, je regarde pas mal de films. J'aime bien David Lynch, Carpenter. Après, en littérature aussi, j'ai lu pas mal de science-fiction et d'anticipation. Donc, les classiques, Philippe K. Dick, Frank Herbert, Bradbury, Asimov aussi. Il y en a un que je cherche mais qui ne me vient pas, qui est un petit peu moins connu mais que j'aime bien. Il a écrit le cycle d'Heliconia par exemple. Du coup là en y réfléchissant, forcément j'ai plus rien qui me vient. On a fait une exposition qui se trouve ici là autour de moi à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère qui va avoir lieu bientôt le 17 octobre. Donc ce petit bouquin, je l'ai fait, il date de 2013. Alors pour raconter un peu l'histoire de ce bouquin, à la base on avait fondé un collectif de plusieurs dessinateurs qui s'appelait Les Moutons Noirs. Et donc du coup là on voit la collection du bouquin reprend ce titre et s'appelle Les Moutons Noirs. Et le premier livre qu'on a fait ensemble, c'était sur un sujet assez sensible, c'était sur l'inceste et la pédocriminalité. L'idée c'était de faire passer des messages sur ce thème avec des dessins un peu humoristiques. Voilà, pour utiliser un biais un peu différent des bouquins qu'on pouvait trouver sur le sujet. Et on avait trouvé un éditeur pour éditer ce bouquin. Alors je peux vous montrer, je crois que je l'ai pris le bouquin, voilà, c'est le premier bouquin. Rien vu, rien entendu. Donc sur la pédocriminalité. Donc voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. Il y a de la BD, de l'illustration. Et donc on a trouvé une petite maison d'édition parisienne très, très engagée qui s'appelle Les Points sur les I, dont l'éditeur s'appelait à l'époque Alain Guillot, qui avait accepté donc de publier ce bouquin, et qui à la suite de ça a décidé de monter une collection où le principe de cette collection, ça serait de faire un bouquin sur un sujet social, sur un thème social, avec à chaque fois moitié texte et moitié dessin. Alain Guillaume m'avait proposé de participer à cette collection, on pouvait choisir notre thème, et moi j'ai choisi de parler des problèmes de logement, des difficultés qu'on pouvait avoir à se loger et des gens qui vivaient à la rue. Donc c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que à la base moi j'ai fait des études d'architecture, donc le problème de logement c'était un sujet auquel j'étais sensibilisé. Et puis j'ai jamais vécu à la rue, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui vivaient à la rue.
fréquentait un peu les milieux punk, underground, à Rouen, un peu à Paris. Et donc voilà, c'était un sujet qui me touchait, que j'avais envie de développer de cette façon-là. En général, il y a beaucoup de bouquins de sociologie qui parlent des problèmes de logement, des SDF, etc. Mais voilà, de le faire avec le dessin, c'est une chose qu'on voit assez peu, je trouve. Enfin, je ne connaissais pas trop. Donc du coup, ça m'a intéressé de travailler sur ce thème. Et donc c'est comme ça que ce petit bouquin est né. Et puis c'est quelque chose, je pense, qui touche beaucoup de gens. Ça nous arrive tous de descendre dans la rue et de voir qu'il y a des gens qui vivent dehors, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de quoi vivre décemment, et c'est des choses qu'on peut difficilement accepter. Donc forcément, c'est un sujet qui me touche, je pense, comme ça touche beaucoup de gens. Macron, alors personnellement, je ne peux pas l'encadrer. C'est pareil, je n'arrive pas à comprendre comment il a pu devenir président. Déjà, Sarkozy, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment il est devenu président, mais c'était quelqu'un qui était clairement à droite et qui a été élu, je pense, essentiellement par des gens de droite. Et Macron qui est arrivé en se présentant comme quelqu'un qui était ni à droite ni à gauche, et dont pourtant on voyait qu'il était clairement très, très à droite, et qui a réussi quand même à faire passer la pilule et être élu. Donc j'ai du mal à comprendre comment c'était possible. Et j'ai du mal à comprendre aussi qu'on laisse faire tout ce qu'il est en train de faire, qu'il détruit le code du travail, et voilà, finalement il y a assez peu de gens qui ont réagi. Donc voilà. Je peux peut-être montrer un petit truc à ce propos. Je fais partie d'une association qui s'appelle FR Kawaii, avec lequel on fait un petit fanzine. Et le dernier numéro qu'on ait fait, alors il y en a un en cours qui devrait sortir bientôt, c'était justement sur Macron. Donc le magazine s'appelle MST, pour moche, sale et trash. Et donc on parle de Macron tout au long de ce petit fanzine. Et du coup on s'est bien lâché sur lui. L'évasion fiscale. C'est un problème d'économie assez compliqué, parce que c'est vrai que avec Internet, on fait forcément du commerce avec des gens qui n'habitent pas à côté de chez nous et qui n'ont pas les mêmes lois que nous. Donc forcément, il y a des problèmes qui se posent. Et du coup, il y a des entreprises qui en profitent pour aller là où les lois sont les plus avantageuses pour elles. Et voilà, je ne sais pas comment on pourrait résoudre ce problème, à part faire en sorte que tous les chefs d'entreprise deviennent des gens honnêtes et respectueux, mais sinon, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faire. Après, ça représente des sommes énormes qui pourraient servir à beaucoup d'autres choses. Mais en fait, globalement, j'arrive pas à comprendre que des entreprises refusent de payer les impôts. C'est une vision vraiment à très très court terme. Si elles ne payent pas d'impôts, dans tous les pays dans lesquels elles font du commerce, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, et finalement les gens ne pourront, à plus long terme, ne pourront plus dépenser leur argent pour enrichir ces gens-là. Donc ils n'auront pas la culture qu'il faut etc. Donc ça n'a pas trop de sens, encore une fois, pour moi, tout ça. Quand on voit qu'il y a des gens qui gagnent des milliards et d'autres côtés qui n'ont rien, on se dit qu'il y a un problème quelque part, et qu'il y aurait sans doute des choses à faire pour que ça soit un petit peu différent, et que chacun puisse avoir au moins le minimum pour vivre décemment. Ouais, problème de répartition. Je ne sais plus qui disait ça, je voyais il n'y a pas longtemps, je crois que c'était une vidéo sur YouTube où quelqu'un avait calculé, je crois que Bernard Arnault pouvait donner, alors je ne sais plus le chiffre exact, mais c'était genre, il pouvait distribuer 400 € toutes les 10 secondes à quelqu'un dans la rue
pendant je ne sais plus de combien d'années, ou indéfiniment peut-être même, sans perdre d'argent. Donc voilà. Déjà, nous, s'ils payaient cet impôt, c'est clair que... dans une société idéale, bah, on peut tout imaginer dans une société idéale, et on pourrait imaginer qu'il y a déjà, voilà, les gens ne dorment pas dans la rue, qu'ils aient à manger, qu'ils aient un endroit où dormir, et déjà, ça c'est déjà pas mal. Non, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais on est tous frères, on est tous humains. Lorsque 3 Français sur 4 connaissent des difficultés pour se loger, entraînant parfois le basculement vers l'inacceptable, il doit être temps de mettre à bas les clichés de clochard, ce bon à rien marginal, alcoolique et puant, que la société nous agite sous le nez comme un épouvantail malade et contagieux. En effet, depuis l'appropriation politico-médiatique du terme administratif SDF, pour mieux nous dresser le portrait menaçant d'une nouvelle pauvreté, on assimile facilement, et bien que justement, le sans domicile fixe aux hommes de la rue, de la galère, qui mandant un peu de chaleur dans un hall de gare, dormant sur une bouche d'aération, dans un parking, au mieux dans une voiture. Parce que, soi-disant, la pire des misères fait l'audience, ou le vote. Mais que dire alors de celles et ceux qui vivent par défaut l'habitat de fortune, les squats délabrés, l'hôtel étriqué ou le camping à l'année, le logement insalubre, l'appartement surpeuplé, le HLM fatigué ou simplement la difficulté de déménager. Que dire encore de celles et ceux qui squattent au retour chez leurs parents, qui renoncent à se chauffer ou à se soigner pour payer leur loyer. Le logement engendre un certain nombre de problèmes qui semblent toucher un poil plus de monde que les déjà trop nombreuses personnes vivant à la rue. Si l'on devait donc définir un seuil à partir duquel on devient un SDF, ce serait celui où la vie devient survie. Quand il faut s'asseoir progressivement sur sa dignité, tout en tentant de ne pas se perdre. Quand les nombreuses activités, démarches et préoccupations liées aux situations de mal-logement prennent une place telle que l'on pourrait presque parler d'un véritable métier, comme de son apprentissage, de ses codes ou de son langage, de ses compétences propres. Et de la progression inquiétante de cette fragilité résidentielle, atteignant plus de 10 millions de Français, pourrait-on déduire qu'il s'agit certainement d'un métier d'avenir. Il va donc falloir vous y préparer. Après, ça c'est des trucs que je refais sur ordi en fait. En fait, ce bouquin, j'ai dû le faire assez vite, en 3 mois, je l'ai écrit en 3 mois, texte plus dessin. Et donc, c'est vrai que j'avais pas le temps de faire, comme j'ai l'habitude de faire, plein de petits traits pour noircir, etc. Donc, j'ai trouvé des trucs un peu pour aller plus vite. Et donc, j'ai utilisé, je me suis fait des fonds à l'encre de Chine, avec des taches mélangées et tout ça. Et après, en fait, j'ai réutilisé plusieurs fois les mêmes en les superposant, les mélangeant et des trucs comme ça. Et ouais, j'aime bien aussi que ça passe par le papier et que ça soit quand même un truc que j'ai fait moi. Ouais, il y a un côté un peu plus artisanal. J'ai mis combien de temps alors? Là, c'était il y a presque un quart d'heure. 14 minutes 30. Même ma signature prend 3 plombes. Voilà.